Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est encore Mathieu. Je suis toujours accompagné de Dr. Frédéric Lemaire. Salut Fred! Hello! Donc, dans le dernier épisode, on a parlé un petit peu plus de l'histoire d'Easy Drip et du cheminement que Fred t'a eu, qui t'a allumé sur la gestion des médicaments. Donc, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, je vous réfère aux notes de l'épisode pour aller écouter cet épisode qui était fort intéressant. Le but n'étant naturellement pas de vendre l'application ni rien, mais juste de comprendre le cheminement et pourquoi qu'on est rendu à s'intéresser à la gestion des médicaments, parce que c'est pas juste un truc de pharmacien, là, c'est quelque chose qui a un impact très important pour le patient. Justement, en parlant de ça, là, dans l'épisode d'aujourd'hui avec Fred, on va parler un peu plus de pratico-pratique, quel impact ça a, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion des médicaments au jour le jour. Moi, je te dirais que la première chose qu'il faut que quelqu'un retienne de ce podcast-là, c'est juste de te rendre compte qu'on a besoin de systématiser notre administration des médicaments en situation de stress. Parce que clairement, on ne peut pas être prêt pour n'importe quoi. Clairement, vous allez être tout seul dans les 30 premières minutes. Puis les seules personnes que j'ai vues qui disaient qu'il n'y avait pas de problème avec ça, c'est parce qu'ils délèguent le problème à quelqu'un d'autre. Mais il le résout pas du tout, tu sais. Fait que tu vas dire, ah ben là, pars du propofol. Ouais, mais à combien? Ah ben ça, c'est ton problème. Ouais, mais tu sais, c'est pas comme une façon de résoudre efficacement la solution, tu sais, là. Fait que je pense que juste de reconnaître qu'il y a un besoin de systématiser notre approche, ça, je pense, c'est la première chose. C'est ça que tu me fais réaliser, c'est quand on est habitué, ben ça va, ça coule, mais quand on sort un petit peu de notre zone de confort, si on n'a pas identifié un peu notre zone de confort, puis nos gaps de connaissances, puis notre préparation, c'est là que c'est la loi de Murphy, hein, ça va chier. C'est clair. C'est clair. Là. S'il y a quelque chose qui va chier, ça va chier. Ça vient aussi à la préparation en soi. Là, on parle beaucoup de logistique des médicaments, mais il y a aussi une préparation mentale, je pense, qui vient un peu avec ça. Il faut tomber dans un genre de, avec l'anglicisme, mindset ou état d'esprit, parce que je pense que c'est le genre de choses qu'il faut que tu vois à l'avance. Mais je fais de l'urgence aussi, je sais que tu peux pas savoir qui rentre à l'avance à l'urgence, mais ce que je veux dire, c'est quand tu n'es pas en situation de stress, c'est là qu'il faut que tu commences à planifier tes choses. Dans le fond, tu parlais de laboratoires de simulation. Je sais c'est pas tous les hôpitaux qui ont des laboratoires de simulation, ou des fois c'est difficilement accessible, ou il y a des coûts reliés à ça. Mais il y a un laboratoire de simulation qui est ouvert 24/7, 365 jours par année, puis il est situé entre nos deux oreilles. Il faut vraiment l'utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est, là, tu parles de ton cas de 400 livres, là. Mais si j'ai un 400 livres sur ci, comment je vais faire ça? Comment je vais voir, comment je vais être préparé, comment je vais le gérer? Dans le fond, ça revient à penser à un cas, penser à tout ce qui va chier, appliquer le One Murphy, puis se préparer à l'avance. Ça fait un peu de la prévisualisation, si tu veux. Puis en faisant ça, ben là, tu es capable de dire, hey, ben là, moi, le glucagon, je sais pas comment le donner, ou hey, j'ai un intox au bêta-bloqueur, je sais pas quoi faire, mon insuline, qu'est-ce que je fais, comment je le gère. Mais c'est pas au moment où ça se produit, puis que là, tout le monde capote, puis court comme des poules patates, qu'il faut que là, tu essaies de trouver l'information, puis tu lis sur le sujet, c'est comme avant. Fait que, c'est ça, je trouve le fun de se rendre compte, c'est que tu réalises que tu as tes gaps, puis ça, je pense, ça fait partie du mindset de réanimateur ou de médecin, de professionnel de la santé, des soins critiques. C'est que ça revient à prévoir le coût. Je pense que ça, c'est un des trucs que tu lèves qui est super important, qui est la préparation mentale. Puis une fois que tu es préparé mentalement, c'est là que tu vas aller chercher ton information, puis tu vas t'appuyer sur tes outils, sur tes processus, puis c'est là que, dans le fond, le devenir du patient va être meilleur. C'est tellement clair. Puis, juste là, pour renforcer là, ce que tu dis, c'est que, je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on a toutes des gaps dans nos connaissances. Puis des fois, à cause qu'on tombe un peu dans nos pantoufles, puis on voit pendant plusieurs mois des trucs qui sont dans notre zone de confort, on finit par penser que comme moi, je gère. T'sais. Après ça,
la préparation mentale, je trouve ça super intéressant. Puis moi, la façon que je pense qu'on devrait faire ça, c'est de commencer à s'imaginer qu'est-ce qui pourrait aller mal, puis on y va par système, puis par procédure qu'on va faire, puis essayer de s'imaginer ça va être quoi les étapes limitantes. Fait que, par exemple, je suis en train de faire un bloc nerveux sur une hanche. Je vais mettre trop de xylo, le patient va convulser parce que j'ai mis ça artériel, puis j'ai besoin de lui donner des intralipides. Ben là, la question, c'est, sont où tes intralipides? Est-ce que tu as des intralipides? C'est quoi la dose que tu vas donner? Puis comment tu vas administrer ça? Puis après que tu utilises une application, un gros cartable, un site web, tu sais, comme document de référence, c'est pas grave. Mais ça prend une façon de pouvoir administrer ça de façon sécuritaire puis rapide pour qu'après, ça soit même pas un issue. Puis un coup, tu l'as déjà visualisé, parce que ça m'est arrivé quelques fois, Matt, de faire des scénarios mentaux que je pensais qu'elle n'allait pas arriver. OK? Puis on pourra en jaser dans un autre podcast. Là, mais il y a beaucoup de stock là, sur la gestion du chaos en général. Là. Je pense que juste ça va être un épisode, mais tu as quelques petits trucs vides de même, là, go. Là. Good. Fait que, tu sais, parce qu'une des choses qui m'avait vraiment comme impressionné, c'est que, par exemple, moi, je m'étais toujours préparé dans ma tête pour ma première crico. Elle me dirait exactement les étapes que j'allais faire. Puis la journée que j'ai eu ma première crico, qui est même pas si longtemps, là, j'ai été surpris de voir à quel point ça a été smooth, juste parce que ça faisait à peu près 450 fois en me rendant, en marchant au travail, que j'avais mes étapes dans ma tête, que j'ai fait un rehearsal. Puis la littérature va avec ça, de dire que la préparation mentale fait que quand on arrive pour faire la vraie chose, c'est beaucoup, beaucoup plus smooth. Fait que pour les médicaments, ça, c'est clair que de savoir c'est quels médicaments que tu pourrais t'appeler à donner, c'est quoi les médicaments que tu as, puis comment que tu vas les administrer, c'est quoi que tu vas utiliser comme ressources. Ça, je pense que c'est clé pour réussir à diminuer le chaos de la gestion des médicaments en soins critiques. Là, on parle d'un médicament en soi, mais mettons là, que tu en as plusieurs. Tu sais, on a tous eu là, des gros chocs septiques dans le choc, là, où que tu l'intubes, il est instable hémodynamiquement, il faut que tu le sédationnes, il faut que tu lui donnes l'analgésie, il faut que tu lui donnes des amines. Mais tu sais comme moi que les voies d'accès, ça tombe pas du plafond des fois. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as juste 2 voies, tu as 4 médicaments à donner. Fait que tu sais, ça va jusqu'à prévoir les compatibilités. Prévoir, qu'est-ce que. J'ai un patient en choc, là, j'ai 2 amines. Bon, est-ce que mes amines sont compatibles ensemble? Je parle de la sédation d'analgésie, ça aussi, est-ce que c'est compatible ensemble? Puis est-ce que tout ce beau mix-là est compatible? Faire des généralités de compatibilité aussi, ça nous aide beaucoup dans la gestion aussi des voies d'accès. Ça s'englobe dans la gestion globale aussi des médicaments. Là. Ah, c'est clair, clair. Puis l'autre chose qu'on pense pas aussi des fois, c'est d'avoir les bonnes concentrations. OK? Je te décris ma première intubation à la kétamine. OK? Fait que j'arrive, puis je dis, plus c'était dans le temps qu'on en faisait pas tant, là. Tu sais, que c'était comme encore très cool, là. Puis je dis, OK, ben regarde, le patient, il pèse 70 kilos, 1,5 mg par kilo de kétamine. Prépare tant. Puis là, je vois qu'on avait du 10 mg par cc. Je vois mon infirmière qui sort 20 fioles. OK? Puis là, qui se met à aspirer chaque fiole, puis je fais comme, hey, ça, là, c'est comme pas A1. T'sais? Fait que même chose si, mettons, tu arrives pour ton patient agité pour dire c'est facile de donner du Versed, puis là, tu as du 1 mg par millilitre, puis tu donnes 5 cc dans la cuisse. Ça se peut que l'effet sédatif de ton Versed soit contrebalancé par la douleur du patient. Ça passe pas grand-chose. Là. Fait que ça aussi, ça a l'air niaiseux, mais juste d'avoir les bonnes concentrations selon les indications, ça a un gros impact potentiel. T'sais. Ah ben oui, ben tu parles du Versed, on a déjà eu un cas où le patient convulsait, puis c'était dans l'entrée de l'hôpital. Puis là, on voulait lui donner du Versed parce qu'on n'avait pas d'accès, on n'avait pas d'accès veineux, fait que tu sais comme moi, on va shooter un peu de Versed intramusculaire. Là, pour réaliser que la seule fiole qu'on a dans le char à code, c'est 10 mg à 1 mg par ml. Fait que je suis comme, OK, j'irai pas y shooter 10 ml dans la cuisse, là. Même si je donne en 3-4 shots, ça marchera pas. Fait que tu sais, c'est juste ce genre de cas-là que tu fais, bon, on va rajouter un 10 mg par ml. Là. Tu rajoutes le plus concentré. Là, puis... Ah non, c'est clair. L'autre chose aussi, je pense, là, qui peut aider pour la logistique des médicaments, c'est de devenir ami, OK, avec un pharmacien d'urgence puis un nurse d'urgence. Parce que, tu sais, on en parle, là, le travail d'équipe, puis tout ça, mais c'est que c'est tellement vrai, là.
Moi, je ne veux pas savoir, OK, en 2019, combien de cas ont été sauvés par des pharmaciens puis des nurses aux soins intensifs, par des R1 qui ne savaient pas trop, dont j'ai déjà fait partie. OK, tu sais que tu dis, ah, je donnerais ça, puis là, la nurse te dit, ah non, je ne ferais pas ça, puis là, tu l'écoutes. OK? Puis tu Ouais. fais bien de l'écouter, parce que toi, tu as 6 mois d'expérience là-dedans, puis là, ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Puis ça, je pense qu'en jasant ensemble, ça permet de vraiment faciliter la logistique des médicaments. Puis nous autres, moi, ça, c'est la chose la plus cool qui est ressortie de tout le projet d'application, c'est de m'être assis avec des pharmaciens, puis avec des nurses, puis de voir leur perspective. Fait que tu fais juste me parler des compatibilités, tu sais, de 4 médicaments dans 2 voies. Ça, comme doc, là, je n'ai aucune idée. Là. Moi, je connais rien là-dedans, Matt. Sauf que c'est extrêmement pertinent parce que, tu sais, toi, tu mets ça, ça cristallise, tu sais, ça marche pas, c'est pas compatible. C'est hyper pertinent. Mais moi, j'apprends pas ça à l'école, tu sais, puis mon champ d'expertise, c'est pas ça. Fait qu'après ça, je trouve de juste de le savoir, ça fait en sorte que tu fais des prescriptions beaucoup plus claires, puis tu comprends un petit peu pourquoi que tes 2 médicaments, ben, tu as 2 voies, il faut y aller un à la suite de l'autre, puis que un tel puis un tel, ça se met pas. Fait que de s'asseoir en gang pour parler de ça, c'est sûr que ça aide à la gestion des médicaments. Ouais, totalement. Je ne suis que d'accord. Et là, je pense qu'il faut qu'on parle d'une autre affaire aussi. Moi, j'ai comme 2 trucs. Prescription en CCR. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je suis ambivalent sur le MLR. OK, je t'explique. Tu sais, comme tu sais, je fais des soins intensifs et de l'urgence. Donc, j'ai les pieds dans tout le continuum de soins critiques. Fait que je le vois autant le patient critique qui va pas bien dans la salle de choc ou qui va pas bien à l'étage aux soins intensifs. Je suis très sensible à la problématique qu'on a dans les salles de réanimation où ce que des fois on a moins de monde, on a moins de bras, on a moins de voix, on a moins de pompes, on a moins de temps nécessairement parce que le patient est vraiment dans l'état, je l'appelle hyper aigu, là, si tu veux. L'MLR, je peux comprendre qu'on peut l'utiliser encore dans cette situation-là parce que ça simplifie l'utilisation des pompes d'un certain sens. Parce que des fois, les bibliothèques intelligentes, on n'a pas nécessairement le temps de les mettre en place. Et c'est sûr que je ne peux pas prôner le fait de ne pas prendre les pompes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument prendre les bibliothèques le plus possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les contourner. Loin de là, je pense même que c'est l'inverse. Il faut les utiliser le plus possible. Les bibliothèques ils ont leurs limites aussi, hein, parce que pour avoir participé aux bibliothèques chez nous, il y a un nombre limite de préparations que tu peux mettre. Fait que si jamais tu te retrouves pour une raison X, Y, Z à utiliser une préparation qui n'est pas dans la bibliothèque, c'est là que tu vas perdre du temps à essayer de la trouver. Puis après ça, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas utiliser une autre entrée de la bibliothèque en se disant, je vais juste jouer ces débits de toute façon, ce qui est extrêmement dangereux, ou dire, je ne prendrai pas la bibliothèque à ce moment-là. Fait que, tu sais, la pompe intelligente, elle n'est pas plus intelligente que la personne qui la programme. Dans le sens que si tu la programmes tout croche, ben elle va être intelligente tout croche. Ça, c'est comme bien des choses dans la vie. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que je peux comprendre que la prescription à MLR pourrait être utilisée dans ce contexte-là. Je veux pas diaboliser la pratique du MLR. Je veux pas non plus dire, hey, c'est vraiment une pratique qui est adéquate parce que d'un certain sens, si tu n'utilises pas un langage clair, je te donne un exemple. Tu sais, là, par Levofed simple à 10 CCA. OK, ça a l'air simple, là, parce que, tu sais, moi, j'ai fait plusieurs centres, puis dans certains centres, le Levofed simple, c'est de la 8 dans 250, parce que la 4 dans 250, ben, c'est de la Levo périphérique. Fait que là, tu comprends qu'on a un problème de communication. C'est un dialogue de sourds qui va porter préjudice au patient. Fait que si tu prends le MLR, je te dirais que la bonne pratique, entre guillemets, ça serait de dire prépare la Levo 4 mg dans 250 ml, passe ça à 10 ml/h. De cette façon-là, dans la même phrase, on a la concentration. Tout le monde s'entend sur la même concentration, parce qu'on a la même dilution. Et on s'entend sur un ml/h, donc d'une certaine façon, une dose. Je pense une pratique qui, à moyen terme, il faudrait de plus en plus délaisser et aller vers, oui, le microgramme kilo-minute, mais tu sais, des fois, tu sais, le patient il vient d'arriver, les paramédics ont de l'information partielle parce qu'ils sont arrivés sont arrivés sur les lieux, puis il y a peu d'informations disponibles. De notre côté, il arrive dans la salle de réanimation, il y a peu d'informations. Puis là, tu fais, avec mon œil de lynx, ce patient pèse, puis là, on va estimer un poids.
Fait que tu estimes un poids, puis tu dis, je vais prescrire en dose microgrammes kilo-minute, ben ça va te donner une estimation. Fait que c'est pas ultra précis, mais bon, ça part à quelque chose. Puis des fois, on va se tromper sur le poids. Fait que je pense qu'un entre-deux peut aller vers des microgrammes minute, par exemple. Parce que là, dans le fond, tu dépends seulement de la préparation et non du poids du patient. Fait que je pense qu'à moyen terme, c'est vers ça qu'il faut aller, même en salle de réanimation, et faire le shift de pensée puis de réflexe, de dire ah ouais, de la levo, 50 microgrammes minute, c'est une grosse dose. Parce que des fois, quand on prescrit 1 ml, tu dis ah, la levo 4 dans 250 à 100 ml, tu dis oh mon Dieu, c'est une grosse dose. Puis tu dis à la même personne ah ouais, levo est à 50 microgrammes minute, puis là, tu vois un gros point d'interrogation. Je pense il faut se rendre vers ça à moyen terme au moins. Là. Je sais pas toi, comment tu vois ça? Là? Écoute, je trouve que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de sens, tout ce que tu dis. Moi, le point que je voulais amener, puis là, soyons clairs, OK? Il faut que toute l'équipe des soins critiques à travers le Québec tende vers l'utilisation des pompes intelligentes puis des prescriptions en microgrammes par minute, puis qu'on essaie de délaisser les CCR. Ça, c'est clair, OK? Mais présentement, on a une transition à faire qui n'est pas facile. On a des docs qui prescrivent depuis des dizaines d'années en CCR, des nurses qui administrent depuis des années à l'urgence en CCR. Puis là, on est dans la transition d'essayer de mettre en place les pompes intelligentes, surtout à l'urgence. Je sais qu'aux soins, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment mieux habilités à utiliser ça, mais nous, c'est vraiment en transition. Puis ça, c'est une grosse question qu'on a eue quand on a fait l'AP. Qu'est-ce qu'on fait avec les CCR? Puis une façon de faire la transition, je trouve, c'est que l'AP va en fait donner à la fois la dose en microgrammes par minute ou en microgrammes par kilo par minute, puis le nombre de CCR. Fait que ça, pour les docs, c'est plus facile. Fait que là, si vous êtes habitué à de la Levo 8 dans 250 à 20 CCR, ça veut dire quelque chose pour plusieurs docs parce qu'ils prescrivent ça depuis des dizaines d'années. Là, ils vont voir dans l'application que c'est marqué 1 microgramme par kilo par minute. Fait que ça, déjà, c'est clair que ça va aider. L'autre chose que je pense qui était intéressante, parce que c'est vraiment diaboliser les CCR, puis avec raison à un certain égard, parce qu'il faut qu'on essaye de migrer vers les pompes intelligentes, mais il y a quelques scénarios où c'est difficile de penser que les pompes vont sauver la situation. On parle de médicaments qui ne sont pas dans la banque. Fait que vous arrivez et vous êtes d'une place qui ne donne jamais de vasopressine, puis là, vous voulez donner de la vasopressine, bien là, la pompe intelligente n'aidera pas beaucoup. L'autre scénario aussi que je pense, c'est qu'on travaille, supposons, dans une région éloignée qui ne voit jamais de choc. Il n'y a même pas de pompe intelligente. Bien, ces personnes-là, ils ont besoin d'une ressource. Puis si jamais on vise que tout le monde ait une pompe intelligente à moyen terme partout à travers le Québec, je ne pense pas vraiment que ça va arriver parce qu'il y a des places, parce que c'est de l'urgence, qui ne vont jamais rien voir en termes de réanimation jusqu'à ce qu'il arrive un super gros cas. Puis à ce moment-là, quand ce super gros cas-là va arriver, d'avoir une recette claire puis un débit, ça peut être encore utile. Surtout s'ils n'ont même juste pas accès aux pompes intelligentes. Fait que disons, visons pompe intelligente, mais il y a encore une petite place dans certaines indications pour le CCR pour faire la transition vers les pompes, puis dans des dispensaires à travers le Québec qui n'ont pas accès à ça. Oui, je suis d'accord avec toi, puis je renforce encore là, le message que si on utilise des MLR, il faut absolument bien mentionner la dilution pour que tout le monde s'entende et qu'on utilise le même langage pendant la réanimation. Ça, c'est super important. OK, on est d'accord. Puis, dernière chose que je voulais jaser avec toi, qu'est-ce que tu penses de retirer du volume dans la préparation des solutés? Comment dire de façon polie, je pense que c'est une perte de temps. Sans faire, c'est parce que ça donne, à mon sens, ça donne rien de retirer le volume que tu vas injecter. On s'entend, il y a certaines particularités où il y a certains médicaments qu'il faut absolument le faire. Mais pour la très grande majorité des médicaments que tu vas titrer selon un objectif clinique, tu sais, comme on prend la Levophed, la norépinéphrine, tu sais, tu vas la titrer avec des doses, mais en fonction d'un but de pression, d'un but de TAM que tu vas monitorer. Fait que tu mettes 4 mg, qui est dans le fond 4 ml, dans 250 pour faire un total de 254 ml. Tu sais, ça va changer, oui, ta concentration, mais ça va être des grenailles, là. Fait que, cliniquement, je pense que ça donne rien. Pour être franc, la différence n'est pas clinique, vu que tu titres en fonction d'un paramètre qui est clinique. Fait que, ça rajoute du travail
ça rajoute un risque de contamination de la préparation. Là. Veux pas, tu piques dans le sac un peu plus. Puis, en soi, les sacs, tu sais, là, on dit, ah, ils ont 250 ml. C'est vrai et faux en même temps, parce que dans les sacs, il y a toujours un surplus, OK, qui est à peu près autour de 10-15%, justement parce qu'il y a une certaine évaporation. Ça a l'air drôle de dire ça, parce que le sac est renfermé, là. Mais souvent, tu sais, les solutés, ils viennent dans des poches en plastique. Quand tu les laisses longtemps, à un moment donné, tu peux te rendre compte qu'il y a du NS littéralement dans la poche de sac, là, quand tu les laisses longtemps, c'est que ça va finir par suinter quand tu les entreposes sur une longue période. Là, dernièrement, les solutés ont tellement été BO qu'il y a un roulement qui est assez impressionnant et qu'on ne le voit pas, ce phénomène-là. Fait que les compagnies rajoutent toujours un petit volume supplémentaire pour contrer cet effet-là. Puis ça a été étudié là, par les compagnies. Là. Ils savent combien de pourcents. Fait que dans ton 250 ml qui vient de sortir de la compagnie, en soi, il y a peut-être 260 dedans. OK? Puis on les a déjà testés. J'en ai déjà testé là, quand j'étais aux études. Puis des fois, on avait des 255, des fois, on avait des 260. Fait que l'effet de retirer le volume, ça plaît à l'esprit de dire ah oui, j'ai retiré le 4 ml qui est l'équivalent de ce que je vais mettre de médicaments. Mais pratico-pratique, là, au chevet, ça change absolument rien. Parce que la concentration, elle va être à peu près. Écoute, je suis tellement d'accord, là. Puis ça me fait tout le temps rire parce que, surtout en PED, là, tu sais, ils sont comme vraiment, vraiment obsessifs par rapport à ça, là. Tu sais, je voyais dans la littérature, tu sais, retire 0,25 cc. Ah non, mais non, 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 je ne vais pas retirer 0,25 cc. C'est un risque d'erreur. Mais là, il y a un risque de d'erreur. comme te tromper, là. Là, il faut qu'on mette ça simple, là, tu sais, là. Puis ça me fait rire aussi de voir, tu sais, il faut tout le temps regarder quand tu fais des calculs comme ça, c'est quoi le facteur limitant. Fait que tu sais, tu dis, OK, fait qu'on va partir ça à 20 microgrammes par kilo par minute. Ben, il pèse combien? Ben, à peu près 75 kilos, là. Puis là, tu fais comme, ah ouais, mais il faut que je retire le 4 cc. Ouais, là, OK, là, on va jouer à quelque chose. Soit que tu es sûr du poids, OK, tu toc, ou t'estimes, mais là, tu y vas à peu près, tu sais. Puis là, tu dis, ah, ben les civières le pèsent. Puis là, tu te rends compte qu'on pèse les patients, mais tu sais, ils ont genre leur sac, sa civière. Ah, Puis il y a le matelas, la civière. C'est ça, puis tu sais, il y a comme, justement, tu sais, des médicaments, une poche de soluté, sa civière. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve. Puis ce que je trouvais important, là, tu sais, quand on a fait l'application, c'est d'essayer de donner les recettes le plus claires possible. Puis ça, on s'est beaucoup confronté dans tout ça, à savoir, mais là, est-ce qu'on fait retirer du volume, on fait juste ajouter? Puis finalement, ce qu'on est arrivé comme conclusion, c'est qu'il n'y avait pas d'indication de mettre comme étape de retirer du volume, à part pour certains médicaments qui, historiquement, ont toujours été prescrits de la même affaire, puis que là, tu vas retirer, mettons, 20 cc. Puis ça, c'est juste pour faire des chiffres ronds, là, tu sais. Mais du moment que tu défères ça à une application qui va calculer ta dose, même si ta concentration, c'est pas 1 microgramme par cc, mais c'est 1,003, ben l'app va le calculer pareil, fait que ça ne changera pas grand-chose. Fait que je pense qu'on devrait simplifier le travail pour nos nurses puis dire qu'on évite de retirer du volume. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis, tu sais, l'affaire aussi de ça, c'est, mettons, là, des perfusions, parce que je sais qu'il y a des centres qui préparent leur sac de perfusion de fentanyl, par exemple. Tu sais, chez nous, on les achète faits par un fabricant. Mais si tu pars, mettons, pour une raison X, là, il n'y en a plus dans les cabinets, puis tu le fais toi-même, c'est juste qu'il faut que la préparation soit faite de la même façon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, si quelqu'un fait le soluté, décide de retirer le volume, puis le soluté d'après, tu décides de ne pas retirer le volume, tu sais, ça va faire varier la concentration. Fait que ton patient, il va avoir une dose similaire parce qu'on s'entend que l'équipement, l'impact est généralement tellement faible, là, quoique certaines dilutions, l'impact, elle est là. Fait que ça fait que ton patient va varier de dose. Fait que moi, je pense que si dans ton, tu sais, mettons, tu es dans ton centre puis on dit on ne retire pas, on ne fait que pousser le volume, ben je pense que c'est correct. Puis tout le monde fait de la même façon. Fait que ça standardise la façon de préparer le médicament. C'est clair. Fait que bref, on a besoin de systématiser notre administration, je pense, des médicaments en situation de stress. Fait que c'est quoi tes gros messages clés, Fred? OK, fait que gros message, il peut vous arriver n'importe quoi. Vous travaillez dans un hôpital pédiatrique, vous pouvez voir des adultes. Vous travaillez dans un hôpital adulte, vous pouvez voir des enfants. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les premiers 30 minutes, vous êtes tout seul. Il va falloir que vous réagissiez et que vous réussissiez à administrer les médicaments de façon sécuritaire.
La meilleure façon de faire ça, c'est de se faire des simulations mentales pour essayer d'imaginer toutes les pathologies potentielles qui peuvent arriver. Savoir c'est quoi les médicaments qu'on a besoin, sont-ils disponibles, ils sont où dans l'urgence, c'est quoi la concentration, puis que vous trouvez une ressource sur comment les administrer de façon sécuritaire. La meilleure façon de développer cette ressource-là, ben, c'est de devenir ami avec des pharmaciens puis des infirmiers, infirmières motivés d'urgence. Puis en travaillant en équipe, ben, clairement, tout ça devient possible. Ouais, parce que le but, hein, c'est le même but pour tout le monde. C'est les meilleurs soins possibles pour nos patients en situation critique. Merci encore une fois, Fred, d'avoir répondu à l'invitation. C'est un grand plaisir de discuter avec toi. Anytime, plaisir partagé. Ça va me faire plaisir d'être là sur d'autres sujets intéressants de médecine d'urgence. Super, fait qu'on se revoit dans un prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Les épisodes sont disponibles sur notre site internet francophone.com ainsi que sur toutes les plateformes. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.